Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Tout de suite, le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La lutte contre la pêche illégale dans le Haut-Katanga. Plusieurs filets prohibés ont été brûlés à Kasenga. L'objectif est de favoriser la reproduction de poissons durant cette période de fermeture. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République démocratique du Congo est arrivé à Davos. Félix Tshisekedi participera à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tient du 19 au 23 janvier. Ces assises ont pour thème un esprit des dialogues. La République démocratique du Congo participe en vue de se positionner comme pays solution au cœur des enjeux et défis majeurs du monde. Davos est aussi une fenêtre d'opportunités diplomatiques pour défendre les multilatéralismes et les efforts d'une paix durable qui respecte les intérêts stratégiques de la République démocratique du Congo. Et c'est depuis samedi dernier que deux colonels de combattants AFC M23 ont été vus quittant Uvira dans la province du Sud Kivu, une résultante de la pression américaine sur le rebelle. Mais le doute persiste du côté congolais sur ces prétendus retraits de l'AFC M23. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, Kinshasa s'interroge sur la valeur d'un retrait qui ne serait pas effective. Suivez. La réaction du gouvernement de la République démocratique du Congo sur le retrait des forces de l'AFC M23 à Uvira n'a pas tardé. Samedi 17 janvier même, alors que des colonnes des combattants des rebelles étaient vues en train de quitter la deuxième ville de la province du Sud Kivu, Kinshasa reste toujours dubitatif suite aux multiples annonces du retrait de l'AFC M23. Patrick Mouyaya, ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, continue à considérer que ces annonces constituent une tactique de l'ennemi. Ces retraits sont une simulation pour faire croire au Congo qu'ils sont partis d'Uvira. Pour lui, le gouvernement congolais restera vigilant sur tous les mouvements qui se feront dans cette partie de la République démocratique du Congo. Rappelons que c'est après une pression américaine que les rebelles ont commencé à quitter Uvira, affirmant placer la ville sous la responsabilité entière de la communauté internationale. Selon plusieurs sources, après ces départs, certaines personnes se sont livrées à des scènes de pillage. Des maisons des particuliers comme des bureaux des services étatiques ont été touchés par ces actes de vandalisme. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, au moment opportun, un front judiciaire sera activé pour établir les Congolais dans leurs droits. En attendant, plus d'un demi-million d'habitants de la ville d'Uvira continuent à espérer sur la stabilité de leur région, plus de 24 heures après ce prétendu départ des rebelles. Et le gouvernement congolais a apporté son soutien aux réfugiés déplacés vers Burundi et Tanzanie, un geste qui a permis de réconforter ses nombreux compatriotes ayant fui les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo continue de provoquer des déplacements massifs de populations. Des milliers de Congolais ont trouvé refuge au Burundi et en Tanzanie, où ils vivent dans des conditions difficiles, souvent sans assistance suffisante. Face à cette situation, le gouvernement congolais a dépêché une mission humanitaire conduite par le ministre d'État aux Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, F. Bazaïba, accompagné du ministre délégué, Crispin Bandou.
Lors du briefing, l'envoyé du gouvernement de la République démocratique du Congo a donné l'objectif de cette mission. Au Burundi, globalement, il y a environ 250 000 Congolais. Les 250 000 sont parsemés dans environ 7 sites. Et le gros lot se trouve dans les sites de Bousouma, où vous avez 67 000 compatriotes. Dont 30 000 enfants à peu près, et 2200 enfants, selon les statistiques que nous avons, non accompagnés, qui ne connaissent même pas d'où ils viennent, de petits enfants allant de 3 à 14 ans. Et la plupart, et d'autres quelque peu, à moins de 18 ans. Et la première étape a été le Burundi. Sur place, des vivres et de biens de première nécessité ont été remis aux réfugiés, accompagnés d'un message de réconfort et de solidarité du gouvernement congolais. Et que nos compatriotes sachent que nous ne les avons pas oubliés et que ce qui leur est arrivé nous arrive à nous tous. Nous sommes en train de nous battre nuit et jour pour le retour de la paix. La mission s'est ensuite rendue en Tanzanie, où la situation humanitaire demeure tout aussi préoccupante, avec des besoins importants en nourriture, soins de santé et hébergement. Vous avez 50 000 enfants. 50 000 enfants, donc de 0 à moins de 18 ans. À notre présence d'ailleurs, il y a eu 28 naissances. Le même jour où nous sommes arrivés. Donc vous avez affaire à des Congolais qui sont en rupture scolaire, rupture d'éducation, qui vivent concentrés et la vie n'est pas normale. Dans un contexte de baisse des financements humanitaires internationaux, Kinshasa a tenu à agir pour soulager ses compatriotes. Si cette assistance a apporté un soulagement immédiat, les réfugiés congolais expriment un seul souhait: les retours durables de la paix dans l'est de la RDC pour pouvoir regagner leur foyer. Et en religion, après l'Angélus du 18 janvier, le pape Léon XIV a prié pour le Congolais vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Par la même circonstance, le souverain pontife a lancé un message fort sur la semaine de prière pour l'unité de chrétiens ouverte depuis dimanche 18 janvier. Cet en force s'achèvera le 25 janvier. Suivez. Chers frères et sœurs, commence donc aujourd'hui la semaine de l'unité de prière pour les chrétiens. Cette initiative commence plusieurs siècles avant. Le pape Léon XIII l'a encouragé 100 ans avant. Une telle initiative avait déjà été encouragée. Et le thème de cette année, tiré de la lettre aux Éphésiens, un seul corps et un seul esprit, de même votre vocation vous appelez à une seule espérance. Les prières et les réflexions ont été préparées par un groupe qui a été coordonné par un groupe de l'Église apostolique arménienne. J'invite toutes les communautés à renforcer la prière pour l'unité des chrétiens. Notre engagement pour l'unité doit être accompagné par celle de la paix et de la justice dans le monde. Aujourd'hui, en particulier, je voudrais me souvenir des souffrances des populations de la RDC qui doivent fuir leur propre pays et se diriger vers le Burundi et affronter une grave crise humanitaire.
il faut que prévaut toujours la réconciliation, le dialogue pour la paix. Et je prie également pour les victimes des inondations qui ont touché l'Afrique australe. Toujours sur ce même chapitre, en cette année 2026, le pape Léon XIV sera en visite en Afrique pour une mission apostolique. Il visitera l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et le Guinée équatoriale. Le souverain pontife a à ses propos échangé avec les évêques de conférence épiscopale d'Afrique et Madagascar, dont le comité permanent est dirigé par le cardinal Fridolin Ambongo. Suivez. C'est la première fois qu'il reçoit officiellement la présidence du symposium de conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Comme disait d'ailleurs le pape Benoît XVI, l'Église en Afrique peut être considérée comme le poumon spirituel de l'humanité. Le voyage qu'il a programmé en Afrique au mois d'avril, parce que c'est lui-même qui nous a révélé que ce sera au mois d'avril, et il le fait non seulement dans un seul pays, mais il fait dans 4 pays, tel que lui-même nous a dit. Ce sera en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Donc, 4 pays en un seul voyage, c'est dire que ce sera un voyage très important. Quand le pape visite un pays, surtout des pays en crise comme chez nous, c'est aussi pour donner espérance au peuple, surtout des peuples qui souffrent comme chez nous. C'est vrai que la région du Grand Lac, particulièrement la République démocratique du Congo, est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile pour le peuple. Le peuple souffre. Plus la guerre dure, plus la situation du peuple se dégrade. Voilà pourquoi, depuis déjà plus qu'une année, l'Église avait prôné le dialogue. Parce que l'Église n'a jamais cru à une solution au bout des canons pour résoudre le problème du Congo et de la région du Grand Lac. L'Église est convaincue et les pasteurs sont convaincus que la solution se trouve autour d'une table, là où chacun peut s'exprimer et dire ce qu'il a sur son cœur, que ce soit le bon ou le mauvais, mais chacun a quelque chose à dire. Il y a des initiatives qui ont été commencées et même abouties d'une certaine manière. Le processus de Washington, le processus de Doha. Pour nous, nous disons, toutes ces initiatives qui vont dans le sens du dialogue vont dans le bon sens. Mais ces initiatives, jusque-là, se sont montrées insuffisantes. Voilà pourquoi nous continuons à insister que nous revenions à un vrai dialogue à 2 niveaux. D'abord, entre nous, Congolais. Et quand nous disons entre nous, Congolais, c'est à la fois le gouvernement actuel, l'opposition dans son ensemble, que ce soit l'opposition non armée ou l'opposition armée, tout le monde est invité autour de la table. Et la société civile. Nous, comme Église catholique, nous faisons partie de la société civile. Que tous ces 3 blocs se retrouvent ensemble autour des médiateurs pour que nous puissions mettre sur une table tout ce qui fait que notre pays ne puisse pas fonctionner aujourd'hui. Nous continuons à prier pour le pays et nous avons vraiment l'espérance que ce dialogue se tiendra dans un avenir raisonnable pour qu'enfin la souffrance du peuple congolais puisse s'arrêter. Et c'est depuis le XXe siècle que le chrétien s'est réuni en janvier pour la semaine de l'unité. Plus d'un siècle après, les divisions sont loin d'être vaincues dans les églises. Le détail avec Ben Kaembe.
Plus d'un siècle après l'instauration de la semaine de l'unité des chrétiens, les divisions demeurent pour diverses raisons qu'évoque le père Alphonse Abedi, prêtre catholique. Quand on ignore que nous avons tous le même pasteur et que nous sommes déterminés, n'est-ce pas, à répondre à l'appel de ces pasteurs-là, le bon berger qui nous invite, quand on ignore cela, on se fait des guerres. Mais il faut dire qu'il y a aussi certaines divisions qui viennent tout simplement des intérêts des uns comme des autres. Il y a aussi, au-delà de l'ignorance, le but lucratif, ce qui n'est pas à encourager. Mais je pense qu'il y a aussi certaines églises qui sont contre les autres pour s'attirer beaucoup plus des adeptes. Pour le prélat, l'unité dont il est question dans la semaine de l'unité des chrétiens ne bannit pas le pluralisme religieux. Depuis 1966, les textes de la semaine de prière sont préparés ensemble par les conseils œcuméniques des églises et les dicastères pour l'unité des chrétiens. Donc là maintenant, ça devient maintenant une affaire d'ensemble. Quand on parle de la prière pour l'unité des chrétiens, aujourd'hui, il ne s'agit pas de la fusion pour que nous redevenions comme on était avant. Non. Cette fois-ci, ça devient une façon de répondre à l'appel du Christ qui nous veut ensemble, puisqu'il est l'unique pasteur de tous. Que quand on parle de l'unité, il faut voir aussi la diversité. La diversité est le soubassement de l'unité. C'est que nous sommes unis parce que nous tous, nous recevons le même baptême. Mais il arrive parfois que cette unité soit bafouée par les uns les autres, tout simplement parce que nous sommes encore en chemin comme peuple de Dieu et parfois nous n'arrivons pas à bien nous comprendre. Au lieu de combattre le diable qui est l'ennemi de tous, nous combattons entre nous. C'est pourquoi les rencontres entre nous, ça stimule, n'est-ce pas, cette foi commune en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver. Signalons que c'est au XXe siècle, soit en 1908, que la semaine pour l'unité des chrétiens a été initiée. Cela est parti de la conversion de Paul Watson, pasteur anglican devenu catholique. L'actualité, c'est aussi qu'à Kasenga, dans la province du Haut-Katanga, les autorités ont intensifié la lutte contre la pêche illégale. Plus de 400 filets de pêche prohibés ont été saisis et incinérés. L'objectif est de préserver la reproduction de poissons. Suivez. À Kasenga, l'opération est ferme et sans concession. Sur la rivière Luapula, 150 filets de pêche illégaux, toutes catégories confondues, ont été interceptés par les services compétents. En présence des autorités provinciales, ces filets prohibés ont été incinérés dans l'enceinte du bureau territorial de Kasenga. Une action forte qui vise à faire respecter l'arrêté provincial portant fermeture temporaire de la pêche sur le lac Mwero et la rivière Luapula. Alors les filets que vous voyez, ce sont des fraudeurs, des gens qui n'ont pas pu respecter l'arrêté provincial signé par M. le gouverneur. Tout ça, nous visons à pouvoir conscientiser les pêcheurs que cette période, on ne pêche pas, on doit plutôt chercher la reproduction des poissons. Les poissons doivent se reproduire et les retombées seront positives lorsque la période de la fermeture est respectée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé comme ça, mais la main du gouverneur nous a fortifiés pour faire un travail impeccable. Pour renforcer le contrôle, des gardes de pêche sont actuellement déployés sur le lac Mwero et le long de la rivière Luapula. Leur mission, traquer les pêcheurs récalcitrants et faire appliquer strictement la réglementation en vigueur. Ces agents sont désormais équipés de barguettes motorisées, leur permettant d'intervenir plus efficacement sur l'eau. Une opération similaire a également été menée à Kachobui.
Là aussi, plus de 250 filets de pêche ont été saisis puis brûlés dans l'enceinte du bureau du secteur de Luapula. Ces actions menées à Kasinga et Kachobwe traduisent la volonté des autorités de lutter contre la pêche frauduleuse. L'objectif est clair, protéger les ressources de pêche et permettre la reproduction des poissons dans cette partie du Haut-Katanga. Et en sport, le tout-puissant Mazembe a débuté dimanche 18 janvier 2026 la manche retour de la Ligue nationale de football à Kamalondo face à Saint-Luc. 3-0 étaient les scores. La victoire des Mazembe face à l'association sportive Saint-Luc de Kananga se résume sur la deuxième mi-temps où le Corbeau ont réussi à inscrire les 3 buts du match pour réussir à s'imposer. Si tout ou presque s'est passé en deuxième période, c'est à cause d'un manque d'animation durant les premiers actes, du côté des Corbeaux comme l'a reconnu ici son entraîneur Mamadou Lamine Diaye. Animation, un problème tout court. Parce que je pense qu'on n'a pas été bon, il faut appeler un chat un chat. Je pense qu'on a tergiversé dans pas mal de choses, on n'a pas été cohérent sur toutes les lignes, que ce soit défensif, que ce soit au milieu ou devant. On a manqué de lien et je pense que... Mais c'est à l'image de la semaine d'entraînement qu'on a eue et on n'était pas dedans. Et pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est le manque de rythme? Mais toujours est-il, après un arrêt, on appréhende toujours parce qu'on ne sait pas comment ils vont réagir. Mais heureusement qu'ils se sont ressaisis en deuxième mi-temps et je pense que la deuxième mi-temps a été meilleure, beaucoup meilleure même. Et avec 3 buts à la clé, c'est bien. Après quelques réajustements, l'ouverture du score sera trouvée par Lise Toumba en tant que capitaine, qui a montré les chemins à ses partenaires sur une incompréhension défensive. Lise Toumba, Lise, et c'est dedans! L'ouverture du score! Signé Lise Toumba, Niembo. Et quelques minutes après, les visiteurs ne vont pas passer loin d'une égalisation sur cette tête des Tangala, sauvée visiblement sur la ligne par Ali Goni. Attention, c'est sauvé sur la ligne par Ali Goni. Juste après cette frayeur, le Corbeau des Mazembe vont inscrire 2 buts. D'abord Faverdi Bongeli d'un enroulé plein de maîtrise. Traditionnel, attention avec Faverdi. C'est incroyable. Oh, il est merveilleux ces joueurs. Faverdi Bongeli, mesdames et messieurs. Quel talent. Avant que le récidiviste Patrick Mangoulou régale les publics d'un tir limpide plein de lucarne. Pour Patrick Mangoulou, les tirs au deuxième poteau, c'est incroyable, mesdames et messieurs. Quel joueur. La balle va finir sa course dans la lucarne. 3-0, victoire sans trop de peine pour Mazembe face à Saint-Luc, à l'entame de cette phase retour de la Ligue nationale de football, dans sa phase classique. Et c'est bien par ici que prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Écoutez, c'est une nouveauté.